Une vieille folle, un baignoire... Un baignoire. J'ai écrit un baignoire, tout va bien. Une vieille folle, une baignoire remplie de sang et un homme dans l'encadrement de votre fenêtre, c'est le résumé des threads d'horreur terrifiants d'aujourd'hui. Alors, venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est celle de Hannah, et elle explique qu'elle lui est arrivée au début de l'année. Il y a quelques années, elle sortait avec un homme pour qui elle avait beaucoup de respect. C'est une bonne personne, et de ses mots, il est en quelque sorte l'homme parfait. Son nom, c'est Noah. Et il traverse la mer avec un arche aussi, non? Putain, l'homme parfait, et puis quoi encore? Moi, je suis jaloux? Moi? Même pas. Et check son blast, c'est Noé et pas Noah, calmez-vous, bande de fous. Plus tard, ils ont rompu car elle a dû déménager pour commencer sa formation de magistrat. C'est ciao, l'homme parfait. Elle précise tout de même que c'était une rupture pacifique et ils ont gardé beaucoup d'affection l'un pour l'autre et sont toujours de très bons amis encore aujourd'hui. Même leurs familles sont amies et le sont restés après leur séparation. Coïncidence après drôle car Noah habite là où vivent les parents de Hannah et encore plus incroyable pour sa part, elle vit dans le même quartier que les parents de Noah. Et lui et elle entretiennent une relation amicale et bienveillante avec leurs parents respectifs maintenant. Au moment du Covid-19, elle ne peut pas aller voir ses parents pour Noël et le Nouvel An. Elle passe donc ses vacances avec les parents de Noah. Un peu chelou, mais ok. 2 semaines plus tard, en janvier, alors qu'elle quitte sa maison pour aller travailler, car elle est maintenant magistrate de métier, elle voit que quelqu'un a écrit des insultes à sa porte et que sa voiture est rayée. Son sang se glace et elle est complètement choquée. Elle nous explique qu'il faut savoir que les magistrats en France sont protégés. Les amendes et les peines de prison sont encore plus sévères lorsqu'une infraction est commise à leur encontre. Favoritisme, super. Sur le moment, en voyant ça, elle a un peu peur que cela soit dû à un cas sur lequel elle travaille. Même si elle s'occupe principalement d'histoire de terrain, de bâtiments et d'immobilier, elle se dit tout de même que les gens sont parfois fous. Elle essaie quand même de se rassurer car elle travaille sur des cas sans personnes dangereuses normalement. Après ça, elle contacte les flics, informe le tribunal, etc. Et elle nous explique que ce genre d'histoire n'est pas prise à la légère. La police découvre rapidement qui est la personne derrière tout ça. Une certaine Elsa. Et je parle pas de la meuf de Michou, hein, calmez-vous. À cette époque, en France, quiconque quitte son domicile après 19 h sans autorisation est condamné à une amende de 135 €. La veille, quelqu'un avait été arrêté à 2 km de là et condamné à une amende. Les policiers font le rapprochement avec la plainte de Hannah et la convoquent pour lui montrer le visage de cette fameuse Elsa et lui demander si elle la connaît. Il lui montre une photo et elle voit une femme dans la soixantaine d'années. Son visage lui est inconnu, mais elle ne retire pas sa plainte. Allez hop la vieille, en tôle. C'est ciao. Une semaine plus tard, elle reçoit un appel de Noah qui la prévient qu'il rend visite à ses parents avec sa petite amie, avec qui il sort depuis 1 an. Hannah la connaît, elles sont toutes les deux amies sur les réseaux sociaux et c'est une personne qu'elle catégorise de normale. À cette époque, en France, pour se déplacer entre différentes régions, il fallait avoir un bon motif. Malgré ça, elle ne pose pas plus de questions que ça à Noah. Elle se dit qu'il veut juste voir ses parents et qu'il a trouvé une excuse pour venir. Le même soir, alors qu'Hannah rentre du travail, elle surprend la folle vieille dame de la photo que la police lui a montrée près de l'entrée de son immeuble. Elle a clairement l'air ivre. Hannah se prépare et se met sur la défensive, prêt à se battre si nécessaire. Hannah, elle va soulever la vieille. La vieille dame la traite de pute, et en plus de harceler Hannah, elle vient de me faire perdre ma monétisation. Super, merci la vieille. Elle continue à l'insulter en lui disant qu'elle est trop impliquée dans la vie d'un mec et que Hannah essaierait de séparer le mec de sa petite amie, sans jamais prononcer le nom du mec. Hannah ne lui pose pas de questions et la laisse parler, stupéfaite. Au bout de plusieurs minutes, Hannah commence à être furieuse et tout en se tenant à distance, parce que sinon elle va la démarrer, elle appelle les policiers qui arrivent rapidement et tente de calmer la vieille dame. Hannah est finalement invitée à monter chez elle avec quelques hommes car sa présence met en colère la vieille dame. Plus tard, elle apprend qu'elle a tenté de monter dans une camionnette mais qu'on ne lui a pas permis de conduire car elle était trop ivre. L'histoire s'arrête là mais ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle apprend la vérité. Noah lui rend visite le week-end avec sa petite amie. Celle-ci lui dit qu'ils sont venus chercher sa mère qui a été déclarée démente. Apparemment, elle a failli agresser quelqu'un et la police a trouvé un fusil de chasse à l'arrière de sa camionnette chargé et prêt à être utilisé. Je pense que vous commencez à faire le rapprochement. Un peu paniquée, Hannah lui demande si le nom de sa mère est Elsa et dans un moment de silence et d'étonnement, elle lui répond « Bah non, c'est la meuf de Michou ». Faut que j'arrête avec cette bague à éclater. Elle lui répond donc « Oui, comment le sais-tu » Et Hannah s'effondre, comprend tout et leur explique son histoire. La police et les médecins, de leur côté, pensaient qu'elle était juste folle et qu'elle voulait l'attaquer sans raison. Mais la petite amie de Noah explique que c'est parce qu'elle a passé Noël avec les parents de son petit ami, alors qu'elle ne pouvait pas le faire. Sa mère a très mal pris la nouvelle et elle avait peur que sa fille perde son petit ami. Du coup, elle voulait se débarrasser d'Hannah pour éviter le danger. Un peu extrême comme réaction, mais bon, ok. Aujourd'hui, elle préfère rire plutôt que de pleurer. La mère est maintenant sous traitement et Hannah a retiré sa plainte. Mais elle se demandera toujours ce qui se serait passé si elle avait voulu utiliser son fusil.
La deuxième histoire, c'est celle de Maria, et elle nous raconte d'après elle une histoire 100% vraie. Elle explique que dans son histoire, il n'y a pas d'apparition fantomatique et rien de surnaturel, mais qu'elle pense simplement avoir toujours été un peu plus sensible aux énergies dans son environnement que la moyenne, et c'est ainsi qu'elle justifie cette histoire. Yes, du paranormal, tout ce qui me fait me chier dessus. Bref, commençons. Alors qu'elle est plus jeune, elle et sa famille passent leurs vacances chez leur grand-mère qui tenait à l'époque un hôtel datant de 1907 en face d'une gare en Corrèze. Lorsqu'ils y sont, et comme à son habitude, leur grand-mère leur attribue généralement les mêmes chambres au fond d'un couloir au deuxième étage, à savoir la 26 pour les parents et la 27 pour les enfants. Ça va, c'est pas la chambre 212, tout va bien, pour ceux qui ont la ref. Tout y est normal dans cette chambre, il n'y a aucun problème, excepté un détail près, la salle de bain. Maria a souvent une impression très désagréable dans cette salle de bain, qu'elle ne peut expliquer rationnellement et qu'elle ne saurait retranscrire fidèlement. Mais c'est comme un mélange de malaise profond et une peur sourde qui domine tous ses sens quand elle se trouve dans cette salle de bain. Même si elle n'a pas d'autre choix que d'aller aux toilettes dans cette salle de bain, elle reste toujours sur ses gardes et laisse la porte ouverte. Elle chie la porte ouverte quoi, super, l'odeur et tout, super. En revanche, une chose qu'elle n'aurait pu faire pour rien au monde, c'est de mettre ne serait-ce qu'un orteil dans la baignoire de cette salle de bain. Rien que la regarder lui provoque une pure panique et instantanément, un frisson lui parcourt l'échine et lui glace le sang jusqu'aux os. Elle se douche donc dans la salle de bain de ses parents. Une fois l'a particulièrement marquée. Un soir, en rentrant dans la salle de bain, elle est tétanisée par une vision d'effroi. L'instant d'une fraction de seconde, la baignoire est tapissée de sang. Elle jure de l'avoir vue remplie d'un liquide rouge suintant sur les bords. Maria se souviendra toujours de la stupeur sur le visage de sa sœur, la voyant ressortir blanche de la salle de bain, et de l'éclat de son rire quand elle lui a dit d'une voix tremblante qu'elle ne doit jamais utiliser cette baignoire. La sœur, elle rigole, et bah elle va moins rigoler quand ça va être elle en sang dans la baignoire, putain. Un jour, elle demande à sa grand-mère pourquoi ils ont toujours ces deux chambres. Amusée par sa question, sa grand-mère lui répond qu'elle n'arrive simplement pas à louer la chambre 27, étant donné qu'il y a une porte communicante avec la 26. C'est donc plus pratique pour ses parents et pour les filles. Sur le moment, sa réponse semblait logique, et elle n'a pas posé plus de questions. Il y a anguille sous roche. Et j'ai 70 ans. Pas plus tard que le week-end d'après, en famille chez sa grand-mère, quelqu'un évoque l'hôtel et un article sur ce dernier, suite à une rénovation en 2016. Sa grand-mère s'offusque que l'on parle de ce torchon. Elle explique que le journaliste a complètement omis la période où l'hôtel fut le QG de la Gestapo en 1944 pendant l'occupation. Elle raconte même le moment émouvant où un ancien résistant a reconnu la salle de bain de la chambre dans laquelle son camarade avait été torturé à mort, sous ses yeux, dans la baignoire. Je vous laisse deviner le numéro de la chambre. Oui, le numéro 27. Profite de cette histoire qui m'a glacé le sang pour faire une pause, car moi-même j'ai eu peur en racontant, hein, ok, donc me jugez pas. Et en même temps pour vous demander de vous abonner. C'est gratuit et ça me soutient énormément. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton s'abonner. Ça me permet de continuer les projets et de pouvoir rester à 100% dedans, à créer du contenu pour vous. Alors merci à tous, que vous me souteniez financièrement ou pas, évidemment. On passe maintenant à la prochaine histoire. Cette histoire, c'est celle de Lucas et il nous raconte l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Cette histoire se passe récemment, le vendredi 10 mars 2023. À ce moment-là, il rentre chez lui, heureux d'être en week-end. Il écoute de la musique et mange avant d'aller se coucher vers minuit. Jusqu'ici, une soirée normale. Ce soir-là, même si ce n'est pas habituel, il s'endort assez facilement et dort profondément. Mais au bout d'un moment, un bruit parasite et répétitif le réveille, comme si quelqu'un toquait à la fenêtre de sa chambre. Il se dit que ce n'est pas possible, étant donné qu'il avait bien fermé son volet avant d'aller se coucher. Mais le bruit persiste et une lumière inhabituelle l'éclaire, semblable à une lumière d'un téléphone, d'un flash ou d'une lampe de poche. Il se retourne vers sa fenêtre et à sa grande surprise, un homme a réussi à s'introduire dans sa cour, à ouvrir son volet et à s'encastrer dans l'encadrement de sa fenêtre. Il est là, accroupi et plié dans l'encadrement de la fenêtre, le fixant alors que Lucas se réveille, complètement choqué. L'homme toque à la fenêtre avec insistance et lui fait coucou, avec la main dans laquelle il tient son téléphone. Il continue sans cesse de toquer et de faire ce geste de la main, mais il s'arrête uniquement lorsque Lucas le regarde sans le lâcher des yeux. Il se retourne pour prendre son téléphone et l'éclairer, mais dès qu'il arrête de le regarder, l'homme recommence à toquer à la vitre encore plus fort, comme pour attirer son attention. Il lui est impossible de voir le visage de l'homme entièrement, comme si une lumière ou un reflet l'en empêchait, mais il voit tout le reste de son corps. L'homme a réussi à se plier pour rentrer entièrement dans l'encadrement de la fenêtre. C'est un contorsionniste le mec. Il est juste venu s'entraîner, il fait coucou à Lucas pour le rassurer. J'essaie de me rassurer comme je peux, ok? Imaginez un mec qui se faufile sous votre volet et se cale dans l'encadrement de votre fenêtre. Bon, j'ai une fenêtre juste à côté de moi, sûrement comme vous d'ailleurs, et vous pouvez bien imaginer comment ça peut être flippant, surtout en pleine nuit. Pendant donc de longues secondes, Lucas reste figé de panique et d'incompréhension, le fixant, se demandant ce que l'homme peut bien lui vouloir. Est-il en danger? Lui veut-il du mal? Qui est-ce? Et comment a-t-il réussi à ouvrir son volet pour venir s'installer sur le rebord de la fenêtre? Il l'ignore et il décide de sauter de son lit et de courir vite aller réveiller sa mère pour lui en parler. Quand elle se réveille, elle n'a pas l'air très surprise quand il lui dit qu'un intrus le fixe
en train de dormir. Elle tente même de le rassurer en disant « Oh, ne t'inquiète pas, tu as sûrement fait un rêve. » Alors déjà, ça s'appelle un cauchemar, hein. Et ensuite, pas très surprise. Pardon? Ta mère, elle a un souci, non? Moi, mon gosse, il me dit ça en pleine nuit, je suis pas bien, je me pince pour savoir si c'est un cauchemar ou pas. Hein. Mais il explique qu'il n'est plus un petit enfant qui va voir sa maman quand il fait des cauchemars. Il est entièrement sûr que ce qu'il vient de voir est réel. Ses rêves ne ressemblent pas du tout à ça. Tu m'étonnes, les miens non plus. Hein. Et selon lui, il est tout à fait normal de prévenir sa mère qu'un intrus s'est introduit dans leur cour pour les regarder par la fenêtre en pleine nuit. Non, moi je pense que t'aurais dû te tourner dans l'autre sens et te rendormir tranquille, ça va passer, hein. Le déni c'est bien aussi. Finalement, il a demandé à sa mère de le suivre dans sa chambre pour lui prouver que c'est réel et lorsqu'ils arrivent, le volet est grand ouvert, mais l'homme a disparu sans aucun bruit. La mère évidemment le croit encore moins, mais pour lui c'est sûr, le volet devant lui est ouvert, et cela alors qu'il l'a bel et bien fermé avant d'aller se coucher. C'est la seule petite preuve du passage de ce mystérieux individu qui semblait absolument vouloir entrer en contact avec lui pour une raison inconnue. Il ignore encore aujourd'hui qui est cet homme, comment il a réussi à escalader le mur et à se plier tel un gymnaste pour entrer entièrement dans l'encadrement de sa fenêtre. Il ignore ce qu'il lui voulait et comment il a réussi à trouver sa maison. Est-ce une simple mauvaise blague de la part d'une de ses connaissances, ou bien une personne réelle en détresse qui avait besoin qu'on lui ouvre? Peut-être une personne déséquilibrée qui aime fixer les gens dormir la nuit. C'est plus probable en effet, mais pas plus rassurant. Il n'a pas réussi à bien dormir après cet événement. Tu m'étonnes. Et il a peur que ça recommence, car si des gens réussissent à s'introduire chez lui en escaladant le mur et à ouvrir des volets ou des portes qui sont pourtant fermées, alors il ne se sent pas en sécurité dans sa propre maison. Et cela pose un réel problème. Bah non, pourquoi? Voyons, pas besoin de s'inquiéter. J'ai peur moi-même, voilà, j'ai peur. Il n'a pas pensé ni eu le temps de prendre une photo sous le coup de la panique. Et il pense que de toute manière, l'homme aurait eu le temps de prendre la fuite pendant qu'il aurait pris son téléphone pour le prendre en photo. En tout cas, si ce genre d'événement se reproduit, il nous tiendra au courant. Un homme en latex noir, un supermarché et une vieille gardienne flippante, c'est le résumé des threads d'horreur d'aujourd'hui. Des histoires toutes bien différentes que je n'ai entendues nulle part ailleurs pour le moment, qui pourraient potentiellement vous empêcher de dormir. Alors préparez-vous, installez-vous confortablement et on est parti pour ces histoires terrifiantes et parfois inexplicables. La première histoire, c'est celle de Lou, une jeune femme de 18 ans qui nous raconte une histoire réelle qui la trouble. Elle préfère généralement garder le silence à ce sujet, mais récemment, elle n'a pas pu s'empêcher d'y penser. Chaque fois que ses pensées par rapport à cette histoire lui viennent ou qu'elle essaie d'en parler, elle ressent une profonde tristesse qui se reflète dans ses yeux, bien qu'elle ne puisse expliquer cette émotion. Le fait de ne jamais avoir obtenu de réponse ou d'explication concernant cette histoire l'angoisse toujours. Il y a environ un an, Lou avait terminé ses cours et obtenu son baccalauréat de français. Pour se faire un peu d'argent de poche avant de commencer à travailler, elle avait décidé de vendre des vêtements et d'autres objets sur Vinted. Comme le supermarché en bas de sa rue était un point relais, elle se rendait souvent à pied pour poster ses colis, ce qui lui permettait de prendre l'air et de se dégourdir les jambes, étant donné qu'elle n'était pas très occupée à la maison et s'ennuyait. Un jour de juillet, alors qu'il faisait une chaleur étouffante, un détail important pour la suite, Lou prépare un colis et décide de se rendre au point relais malgré les températures élevées. À ce moment-là, elle était seule à la maison, ses parents étant au travail et son frère au collège. Le trajet est habituel et plutôt rapide, prenant environ 15 minutes à l'aller et 15 au retour. Alors au début, elle parle d'un point relais en bas de sa rue, donc j'ai pas capté. Elle habite au State, je pense, où les avenues font 10 km, sinon je vois pas pourquoi elle mettrait 15 minutes à aller en bas de sa rue. Quelqu'un a une rue assez longue pour arriver en bas en 15 minutes, qu'il se manifeste, parce que là, juste aller en bas de sa rue, c'est une rando quoi. Elle se rend donc au point relais, en bas de sa rue, et revient rapidement, mais c'est sur le chemin du retour que son histoire prend vraiment un tournant. Il convient de mentionner qu'elle habite assez loin du centre-ville, ce qui signifie qu'elle n'a pas vraiment de voisins ou de témoins pour corroborer son récit. Lou avance donc dans sa rue et en face d'elle, à environ 200 mètres, elle explique qu'elle n'a pas une bonne perception des distances, elle distingue une silhouette noire. Pour elle, rien d'anormal, probablement un cycliste au loin, car il y a beaucoup de vélos sur cette route, ou simplement une personne qui marche. Elle s'approche petit à petit et réalise que la silhouette ne bouge pas, et est maintenant à environ 150 mètres d'elle, selon elle. Même à cette distance, elle ne peut toujours pas distinguer la couleur de peau, les cheveux ou même les membres de cette personne. Cela la met mal à l'aise, d'autant plus que la chaleur rendait déjà la situation désagréable. Elle continue de marcher et voit finalement la silhouette bouger. La silhouette se dirige vers la route et s'arrête brusquement. C'est à ce moment-là qu'elle remarque qu'elle marche et qu'elle a des bras, ce qui confirme pour elle qu'il s'agit forcément d'une personne humaine, logiquement. Comme elle l'a mentionné, la silhouette s'immobilise au milieu de la route et cesse de bouger. Le stress monte et elle n'ose pas prendre une vidéo ou une photo, car elle ne peut même pas savoir si la personne en face d'elle la regarde ou lui tourne le dos. De la distance à laquelle elle est et des détails qu'elle voit, elle n'a absolument rien pour lui donner le moindre indice sur cette personne. Rien du tout. Pour donner un exemple représentatif de ce qu'elle voyait, c'était comme si elle avait devant elle l'homme en latex noir de la série d'American Horror Story, vêtu d'une combinaison noire de la tête aux pieds. Pour ceux qui l'ont pas, je vous l'affiche. Bon, c'est soit un fétichiste, soit un fétichiste.
Elle ralentit un peu et réfléchit. Pourquoi n'y a-t-il aucune voiture alors que c'est une route où il y a normalement une certaine circulation, car elle relie différents endroits. Il n'y a pas de piétons, personne à part elle et cette chose en face d'elle. Elle se sent très mal et la chaleur n'arrange rien. C'est à ce moment-là qu'elle se dit que c'est quand même étrange que quelqu'un se déguise en combinaison intégrale noire un jour de quasi-canicule. Un peu long le temps de réflexion je pense, mais on va mettre ça sur le dos de la chaleur. Hein. Elle approche bientôt de chez elle et avoue qu'elle se dépêche un peu. Elle ne sait toujours pas si la silhouette l'a vue ou non, donc elle se presse, on ne sait jamais. C'est alors que la silhouette bouge à nouveau et pénètre dans la forêt en face de chez elle. Elle explique que la silhouette franchit un fossé tranquillement pour rejoindre ses amis les arbres, mais elle se demande pourquoi faire sérieusement. Qu'est-ce qu'elle vient de voir? Enfin arrivée chez elle, après avoir eu l'impression d'être totalement déconnectée du monde qui l'entourait, la pression retombe et bien sûr, elle se cloître. Elle scrute par les fenêtres pour voir si elle aperçoit à nouveau la silhouette noire, mais rien. Elle ne l'a jamais revue. C'est à ce moment-là qu'elle se dit que la chaleur a peut-être eu raison d'elle et que tout cela n'était qu'une illusion ou un mirage. Elle en doute beaucoup, car c'était bien réel pour elle. Lorsque sa famille rentre, elle leur raconte ce qui vient de lui arriver, et sur le coup, ils ont du mal à la croire. Eux aussi pensent qu'elle a été victime de la chaleur, et que ce n'était rien. C'est marrant tous ces gens de manière générale qui dédramatisent des situations d'horreur que leurs proches ont vécues. Vous feriez pareil vous? Parce que moi, avec l'éducation d'horreur que j'ai, je prends tout au sérieux. Hein. Ma fille, elle me raconte ça, je suis pas bien et je la crois. Alors c'est peut-être parce qu'ils préfèrent être dans le déni, que je comprends. Et vous seriez comment? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Son père, par la suite, en parla quand même aux voisins qui affirmaient n'avoir rien vu ni personne. Il en discuta également avec un ami gendarme qui lui expliqua que c'était probablement des voleurs qui effectuaient des repérages dans les quartiers résidentiels pour choisir leur cible de cambriolage. Cela pouvait être une explication plausible. Mais pourquoi cette personne était-elle vêtue de noir en plein jour, lors d'une chaleur insupportable? Si le but était d'être discret, cela ne semblait pas très efficace. Lou n'a jamais revu quelque chose de similaire, mais elle a toujours peur que cela puisse lui arriver à nouveau. Elle pense que si cela se reproduit, elle s'enfuira en courant, elle fuira, peu importe quoi, elle partira. Elle a déjà eu beaucoup trop peur comme ça. Elle n'a finalement jamais obtenu de réponse. Qu'était-ce ou qui était cette personne? Pourquoi était-elle là, dans une rue où il y avait peu de maisons? Elle ne sait pas si elle doit le qualifier de paranormal ou de rationnel, mais en tout cas, cela l'a profondément traumatisée. Si d'autres personnes ont vécu des expériences similaires, je vous encourage à partager votre expérience. Ça m'intéresse. Même si je pense que vous voyez pas tous les 4 matins un mec au milieu de votre rue en tenue latex noir. Ou alors vous vivez potentiellement dans un endroit spécial. Et on vous juge pas, attention. La deuxième histoire, c'est celle de Desti. Desti, le retour. Le retour parce qu'elle est déjà apparue dans une autre vidéo juste là. Décidément, quand tu passes 2 fois dans une vidéo thread, c'est que ta vie est quand même assez mouvementée. Ou que t'as pas de chance et que tu attires les emmerdements. Bref, elle souhaite partager une expérience qui l'a profondément marquée et qui l'a rendue méfiante envers les personnes qui lui parlent. L'histoire se déroule lorsqu'elle avait 4 ou 5 ans. Bien qu'elle ne se souvienne pas très bien des détails, elle se trouvait dans un grand supermarché en compagnie de son père et de sa petite sœur, qui était âgée de 2 ans de moins qu'elle, et qui était assise dans le siège enfant du caddie. Elle n'est plus certaine si sa grande sœur était présente ou pas. Elle précise qu'elle n'était pas une enfant turbulente et qu'elle obéissait à ses parents, les suivant partout où ils allaient. À un moment donné, ils étaient dans le rayon des livres, plus particulièrement dans la section des bandes dessinées. Son père appréciait ces derniers, et c'est grâce à lui qu'elle a découvert et aimé les BD de super-héros, les comics Marvel, X-Men, DC Comics, etc. Donc, elle les lisait également. C'est une habitude de son père lorsqu'il faisait les courses. Il commençait par le rayon des livres, mettait une bande dessinée dans le caddie, puis poursuivait les courses. Ainsi, son père avait pris un livre et était parti avec sa sœur, pensant que Desti la suivait. Mais ce n'était pas le cas. Elle était plongée dans les lectures d'une bande dessinée. Elle n'avait pas remarqué qu'ils étaient partis avant de se retourner et lorsqu'elle le fit, il n'était plus là. Elle regarda autour d'elle et se retrouva toute seule. À cet âge-là, tout paraissait immense. Elle commença à paniquer et se mit à courir avec ses petites jambes jusqu'à l'allée centrale. Elle observa autour d'elle, mais ne le voyait pas. Il faut savoir qu'elle a un petit défaut depuis son enfance qui persiste encore aujourd'hui. Elle explique avoir beaucoup de mal à reconnaître les visages des gens. Elle reconnaît une personne plutôt par sa particularité, ses vêtements, sa façon de bouger ou son odeur. Son père avait une démarche tranquille mais sûre de lui et elle se souvient de son odeur, celle de l'herbe fraîchement coupée et du soleil. En tant que jardinier, il portait l'odeur de la nature. Oui, elle admet être un peu étrange. Non. Je me demande quelle description tu ferais de moi. Moi, je porterais l'odeur de la sueur de renfermé du youtubeur dans sa chambre qui passe ses journées à trouver des nouveaux concepts et à développer sa chaîne. Quelle belle odeur. Comme elle le mentionnait, Desti avait peur. Elle voulait retrouver son père et les larmes commençaient à couler de ses yeux. Cela attira l'attention d'une dame qui s'approcha et lui demanda si elle était perdue. Étant donné que ses parents lui avaient appris à ne pas parler aux personnes inconnues et à ne pas les suivre, elle lui répondit que non et que son père était juste un peu plus loin. Elle s'en alla sans prêter attention à la dame. Dans un autre rayon, elle ne parvenait toujours pas à trouver son père. C'est alors qu'elle entendit une voix masculine. Pensant qu'il s'agissait de son père, elle se retourna, mais ce n'était pas lui. C'est un homme étrange. Elle ne se souvient pas de ses vêtements,
mais elle se rappelle qu'il était bizarre avec une odeur un peu amère. Il lui demanda où se trouvait son père, mais elle ne lui répondit pas. Il la regarda et observa autour de lui avant de lui dire « Tu veux que je retrouve ton papa? Tu veux que je te donne des bonbons pour te calmer? Viens ma grande, j'aurais aimé que tu sois ma fille. » Oui, c'était bizarre. En fait, il n'y aurait pas la phrase où il te demande si tu veux des bonbons, car tous nos parents nous ont déjà dit si quelqu'un te donne des bonbons, tu n'y vas pas. Et s'il n'y avait pas la phrase « J'aurais aimé que tu sois ma fille », il n'y aurait rien d'anormal. Bon, je suis d'accord que du coup, c'est clairement chelou. Comme elle pleurait beaucoup et répétait haut et fort qu'elle voulait son papa, une femme qui passait avec son mari lui demanda si tout allait bien. L'homme étrange répondit que tout allait bien et que sa fille Desti avait peur des gens. Là, c'est avéré, c'est chelou. La femme regarda Desti pendant plusieurs secondes, l'air inquiet. Pendant ce temps, elle continuait de dire simplement qu'elle voulait retrouver son papa et sa petite sœur. Alors, la femme se rendit compte qu'il y avait quelque chose de bizarre et demanda à son mari de parler à l'homme, ce qu'il fit. Pendant que l'homme faisait diversion, la dame prit Desti dans ses bras, la plaça dans son caddie et elle prit la direction de l'accueil du magasin sans que l'homme qui avait pris Desti avec lui avant n'arrive à réagir. Arrivé à l'accueil, la dame expliqua tout à l'employé, puis partit. Elle vécut alors la petite annonce que l'on vit souvent dans les magasins. Mais si, vous la connaissez, cette fameuse annonce qui dit « La petite Desti attend son papa à l'accueil du magasin ». Combien de fois j'ai fait flipper mes parents comme ça? Une bonne époque. Moi, j'avais pas peur d'être tout seul, c'est moi qui me barrais pour aller faire autre chose. Après, j'allais à l'accueil et je faisais appeler mes parents. C'était la liberté. Bon, après, je me faisais clairement éclater, mais bon, c'était cool. Vous avez pas fait ça, vous? C'est juste moi? En attendant que son père arrive, l'employé de l'accueil essaya de la calmer car elle continuait de pleurer. L'employé lui proposa des gâteaux, mais elle refusa. Des bonbons, mais elle lui dit non. Un jouet, mais toujours non. Au bout d'un moment, l'employé lui demanda ce qu'elle voulait et elle répondit qu'elle voulait simplement retrouver son papa. Celui-ci arriva peu après et remercia la personne de l'accueil et la dame en utilisant le micro. Puis il prit Desti dans ses bras et ils partirent. Dans la voiture, son père lui demanda de ne rien dire à sa mère. Mais une fois à la maison, elle raconta tout à sa mère, qui engueula son père. Ah ouais, poucave direct. Il n'y a pas de transition, c'est raconter un STP et hop, elle raconte tout. Le respect, il est mort. Hein. Et depuis ce jour-là, elle fait très attention. Elle a appris à avoir l'un de ses parents dans son champ de vision et à s'éloigner si elle était approchée par une personne qu'elle trouvait bizarre. En conclusion, que voulait cet homme? Était-il gentil et voulait-il l'emmener à l'accueil? Ou voulait-il autre chose, comme l'enlever? Le petit aparté qui fait plaisir pour vous répéter la chanson, mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça m'aide énormément et pour vous c'est gratuit. À part si vous voulez me soutenir financièrement en rejoignant la chaîne et profiter d'avantages exclusifs tout en me payant un paquet de pâtes. Merci. La prochaine histoire, c'est celle de Charline, et elle nous raconte un truc bizarre qui lui est arrivé quand elle avait 10 ans. C'était pendant les vacances d'été, sa mère elle avait l'habitude de faire un grand road trip avec elle, et cette année-là, elles avaient décidé que la Suisse serait une destination sympa à découvrir. Pardon, pause, mais trop bien, genre pendant les vacances, elles partaient faire un road trip dans une destination. C'est incroyable. Bref, fin de la parenthèse. Pendant leur road trip, donc, elles passaient souvent la nuit dans des campings gratuits où elles pouvaient garer leur camping-car. Ce jour-là, c'était le 4e jour de leur road trip en Suisse, et sa mère avait trouvé un endroit isolé et réputé pour camper au milieu de nulle part, car sa mère aimait beaucoup camper en pleine forêt. Lorsqu'elles sont arrivées à destination, une vingtaine de familles avaient déjà installé leur camping-car. Il faut savoir que, comme je le disais, c'était en pleine forêt et que la région était réputée pour la présence de loups. À leur arrivée, les gens étaient très sympathiques, une bonne ambiance régnait et les adultes étaient devenus amis rapidement. Les enfants, quant à eux, s'étaient regroupés pour faire connaissance et passer du bon temps. Dans ce camping, il y avait une vieille gardienne qui vivait dans un chalet non loin de là. Elle était là pour les avertir de la présence des loups dans la forêt et leur conseiller de ne pas sortir de leur tente la nuit. Mais cette gardienne, après les avoir avertis, les regardait d'un air malveillant et avant de retourner dans sa petite cabane, elle a ri en leur disant « On ne sait jamais sur quoi vous pourriez tomber. » Quoi? Personne n'a vraiment relevé cette remarque et la vie a repris son cours. Personne n'a relevé? Mais je comprends pas parfois. C'est moi qui suis fou ou quoi? Parce que moi je l'aurais harcelé pour savoir de quoi elle parlait la vieille. Ou alors j'aurais pensé qu'à ça toute la journée. Non mais sérieux, vous en pensez quoi? C'est moi qui suis totalement taré ou C'est pas impossible en vrai. Le soir venu, les parents se sont réunis pour partager un bon barbecue tous ensemble. Après le repas, tout le monde est allé se coucher car ils étaient tous un peu fatigués après une longue journée de voyage. Charline s'est couchée dans la tente avec sa mère et elles ont commencé à dormir. Vers 4 h du matin, elle s'est réveillée avec une grosse envie d'aller aux toilettes. Elle s'est levée et sortie de la tente et elle s'est dirigée derrière un grand arbre situé derrière sa tente. Moi par exemple, là, je serais pas allé pisser à cause de l'autre vieille folle. Bref, Charline s'est placée face à la tente et a fait ce qu'elle avait à faire. Mais en se retournant vers la forêt, elle a remarqué un mouvement. Elle explique qu'à l'époque, elle n'avait pas vraiment conscience des dangers de manière générale. Et cette fois-là non plus. Dans sa tête, elle avait peur, mais elle voulait surtout savoir ce qui se passait. Elle est donc retournée dans sa tente et a pris une lampe torche pour mieux voir. En pointant la lampe vers la silhouette, elle a pu distinguer une personne aux traits étranges et figés. La personne restait là, au loin, sans bouger d'un millimètre, et Charline n'arrivait pas à distinguer qui ça pouvait être à cause de ses yeux encore fatigués. Après l'avoir fixé pendant environ 2 minutes, cette personne a commencé à avancer vers elle en chuchotant des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Charline s'est pétrifiée de peur, et c'est alors qu'elle s'est souvenue des paroles de la vieille gardienne. Était-ce contre ça qu'elle les mettait en garde ? Lorsqu'elle a pu l'apercevoir un peu mieux, elle a simplement vu une femme portant des morceaux de viande crue autour du cou, comme un collier.
Elle ne pouvait pas voir son visage clairement, mais elle pouvait dire que c'était une femme. Puis quand son corps a bien voulu bouger, Charline a couru aussi vite qu'elle le pouvait jusqu'à sa tante et elle s'est blottie contre sa mère en pleurant. Elle a passé tout le reste de la nuit à pleurer de peur. Le lendemain matin, elle a tout raconté à sa mère qui, bien sûr, ne l'a pas prise au sérieux et lui a dit qu'elle avait juste fait un gros cauchemar. Même sujet que sur la première histoire, hein, toujours même question. Est-ce que quand on devient adulte, on ne devient pas un peu trop rationnel? Ou alors on veut rationaliser pour pas se chier dessus aussi? C'est possible ça. Le matin, tout le monde a commencé à ranger les tentes. Et juste avant de reprendre la route, sa mère lui a demandé de jeter la poubelle. Charline avait peur de s'éloigner du camping-car, mais elle s'est tout de même dirigée vers les poubelles. Et alors qu'elle s'en approchait, la gardienne s'est elle aussi approchée d'elle et lui a dit cette phrase qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Alors, t'es bien fait peur? Je suis bouche bée, je sais pas quoi dire. Finalement, Charline a vite jeté la poubelle et a recouru vers le camping-car et sa mère et elle ont quitté ce camping. La vie a repris son cours, mais Charline fait encore des cauchemars à ce sujet. Elle a découvert en faisant des recherches que cette femme avait été vue en train de faire des choses assez louches par d'autres personnes qui étaient venues passer du temps dans ce camping. C'est quoi le nom du camping qu'on puisse tous l'éviter? Par curiosité? La première histoire, c'est celle de Clémentine. Elle nous explique qu'elle vit dans le sud-ouest de la France et qu'elle a aujourd'hui 18 ans. Mais lorsque les faits se passent, elle n'en a que 12. Son histoire se déroule donc pendant les grandes vacances entre la 5e et la 4e. Cette année-là, sa famille et elle vont en Italie pour la 3e fois de suite. Cette fois-ci, cependant, elle se rendent dans le sud de l'Italie, près de Naples. C'est précis. Comme d'habitude, elle loue une petite maison proche de la plage. Cependant, cette maison a quelque chose de particulier, car la salle de bain se trouve à l'extérieur. À part cela, tout va bien. La maison est propre, rien d'anormal. Durant ses vacances, comme lors de toutes les autres, Clémentine dort dans la même chambre que ses deux sœurs, qui sont plus âgées, afin de payer moins cher en ne louant que 2 chambres. Comme je le disais, mis à part ce petit inconvénient de la salle de bain, il n'y a aucun souci. Et elle nous précise que c'est la première année que les propriétaires louent la maison dans laquelle ils sont, donc ils tiennent à tout leur montrer. Ils sont même un petit peu aux petits soins avec eux. En partant, les propriétaires leur donnent les dernières consignes, dont celle de bien fermer les volets à clé, car il y a eu dans le passé des tentatives d'intrusion de la part de nombreux migrants dans ce coin. Allez hop, c'est raciste. Non, je rigole, c'est normal de fermer, de pas avoir envie qu'on rentre chez soi, que ça soit des migrants ou n'importe qui. La première semaine de vacances se passe bien. Ils font quelques escapades dans le sud de l'Italie, mais la plupart du temps, ils vont à la plage qui est à 20 minutes à pied. La plage est très belle selon Clémentine. Et en plus, elle est chaude et très claire. L'ennui, c'est qu'elle ne capte pas du tout de réseau. Du moins, elle explique que elle et ses sœurs ne reçoivent rien du réseau italien, car elles reçoivent les messages de la France, ce qui est un peu étonnant, car en revanche, elles ne reçoivent pas les messages qu'elles s'envoient entre elles, qui est un peu embêtant pour communiquer. Bref, malgré ça, la première semaine se passe, et à la fin de la première semaine, la sœur de Clémentine attrape un rhume, qui est assez embêtant pour elle et son autre sœur, car elle se met à ronfler. On arrive donc maintenant à la 2e semaine, et les premiers jours, elles se lèvent tôt, car elles font beaucoup de visites. Sauf que, étant donné que sa sœur ronfle, Clémentine passe de très mauvaises nuits. La fatigue s'accumule, et finalement, un jour où ils ne font rien arrive. Le matin, elle et sa famille vont à la plage, mais l'après-midi, étant donné l'état de fatigue de Clémentine, ils décident tous de rester à la maison pour se reposer. Et c'est là que les ennuis arrivent. Sa famille, finalement, s'ennuyant dans l'après-midi, décide de partir et elle se retrouve seule à la maison. À l'époque, elle n'a pas de portable, mais son père lui laisse souvent le sien quand elle reste seule, au cas où. Elle va se coucher, mais elle n'arrive pas à s'endormir. Elle décide de se lever et de commencer à jouer sur le portable, et 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne. Elle est surprise, mais elle se dit que c'est probablement un voisin qui n'est sûrement pas au courant que les propriétaires ont loué. On sonne une deuxième fois, mais elle est absorbée par son jeu, donc elle s'en fiche. De toute façon, ce n'est certainement pas pour eux, car ils ne sont là que pour 2 semaines. Juste après, elle entend un bruit métallique, mais elle n'y prête pas attention, pensant que cela vient du voisin. Un peu plus tard, elle a besoin d'aller aux toilettes, et lorsqu'elle a fini de faire pipi, en baissant la tête pour prendre du papier toilette, elle aperçoit entre les barreaux du volet fermé un homme, la tête penchée, la langue pendante. Le mec a la langue pendante comme ça, c'est un chien ou c'est un mec? Elle est immédiatement terrifiée, mais elle ne fait pas de bruit, et l'homme, quant à lui, reste immobile. Elle se dit alors qu'avec le contraste de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur, il n'a pas pu la voir. Elle pense immédiatement que cet homme est un fou, au premier sens du terme. Elle se réfugie donc dans la chambre de ses parents, prend le téléphone et un couteau, paniquée. Elle essaie de faire semblant qu'il y a du monde à l'intérieur en appelant ses parents et ses sœurs, mais comme personne ne répond, la panique monte de plus en plus, car d'un moment à l'autre, pour elle, elle en est certaine, le fou peut rentrer dans la maison. Elle décide donc d'envoyer un message à tous les derniers contacts de son père en se disant qu'ils vont sûrement répondre rapidement. Dans ce message qu'elle envoie, il y a écrit « Dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison s'il vous plaît, il faut qu'ils viennent rapidement. » Elle termine d'envoyer un 5e message quand tout à coup, l'homme tente de rentrer par la seule fenêtre du salon où les volets ne sont pas fermés. Elle le voit distinctement à ce moment-là. Il est chauve, plutôt fin et de taille moyenne. Elle sait qu'elle n'a que quelques secondes pour agir avant qu'il ne soit à l'intérieur de la maison. Et elle sait aussi qu'elle ne fera pas le poids face à lui. C'est pourquoi elle prend son courage à 2 mains, elle prend le couteau
essaie de paraître plus imposante qu'Annelay et crie de toutes ses forces en frappant contre la fenêtre. Surpris, l'homme s'éloigne. Elle reste encore dans le salon et continue de crier de toutes ses forces tout en pleurant. Mais un autre problème se pose. Elle ne sait pas si cet homme est un vrai déséquilibré mental et surtout, elle ne sait pas où il est car le jardin est plutôt grand. Elle attend donc dans le salon, le couteau à la main et elle n'entend plus rien. Mais chaque petit bruit qu'elle va entendre après ça lui provoque un stress monumental. Elle hésite alors à appeler à l'aide de toutes ses forces ou écouter si l'homme est toujours là. Et elle décide finalement d'appeler à l'aide en ouvrant la fenêtre et en criant dans toutes les langues possibles qu'elle connaît. Mais il n'y a aucune réponse des voisins. Et en même temps, elle nous explique qu'elle profite de l'occasion pour insulter l'homme. Au calme. Par la suite, il vient la demi-heure la plus longue de sa vie. Sans aucune nouvelle de l'extérieur, sans nouvelle de cet homme, rien. Puis, enfin un appel. C'est sa mère. La communication est mauvaise, mais elle entend sa mère dire que son père et l'une de ses sœurs arrivent en courant. Elle reste au téléphone avec elle. Sa mère essaie de la calmer comme elle le peut. Elle attend alors encore de longues minutes, 10 minutes pour être précis, et à nouveau, elle entend des bruits de pas et ce bruit métallique. Elle ne sait pas si c'est l'homme ou sa famille, elle est terrorisée. La porte s'ouvre et elle voit son père. Elle s'effondre dans ses bras en pleurant, saine et sauve. On n'a pas le poids face à lui. C'est pourquoi, au final, ils font le tour du jardin et il n'y a plus personne. Le bruit métallique qu'elle entendait provenait en réalité de l'endroit par où l'homme passait pour arriver dans le jardin. C'est une cuve de fioul pour le gaz qui avait été déformée par le poids de l'individu. Les propriétaires arrivent le lendemain en catastrophe et elle leur décrit comment l'homme était. Finalement, tout le monde pense que c'était un cambrioleur, car ils ont retrouvé un tournevis chez le voisin. Et donc, ils pensent que ce n'était pas quelqu'un qui voulait vraiment du mal à Clémentine, mais plutôt quelqu'un qui pensait qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Et il a été sûrement surpris de voir quelqu'un, et une petite fille en plus avec un couteau, foncer contre la fenêtre et taper le plus fort possible tout en criant. Que je comprends, si j'étais cambrioleur, j'aurais eu peur aussi. Mais je suis pas cambrioleur, calmez-vous. Clémentine nous explique que même 5 ans après, elle ressent toujours autant d'émotions en partageant cette histoire. Il vient la demi-heure la plus longue de sa vie. La prochaine histoire, c'est celle de Amanda, et elle nous explique qu'elle vit dans un petit village de montagne qui n'est pas desservi par les transports publics. Elle doit donc prendre sa voiture pour se rendre à la gare la plus proche afin de prendre un train pour aller travailler. Elle explique qu'il y a 2 chemins qui mènent à son village. L'un d'eux suit la plaine puis monte à travers plusieurs petits hameaux. Il est plus long mais éclairé et suffisamment large pour croiser 2 voitures. L'autre traverse une forêt, est étroit et non éclairé, mais il est plus rapide. En règle générale, elle emprunte le premier chemin par commodité. Mais ce soir-là, un client insistant les avait forcés à fermer le magasin après 21 h. Le temps de prendre son train et d'arriver à sa voiture, il était près de 22 h. Elle n'avait pas encore mangé et elle était fatiguée. Elle a donc décidé, pour une fois, de prendre la route de la forêt. Et vous vous en doutez, c'était pas une bonne décision. Il faut environ 20 minutes de conduite dans les bois pour atteindre le bord du village. Cependant, après une dizaine de minutes et un virage abrupt comme il y en a souvent sur les routes de montagne, elle a vu quelque chose au milieu du chemin. Il y a de nombreux sentiers pédestres qui traversent la zone et certains touristes se garent au bord de la route pour les emprunter, mais rarement la nuit, et encore moins en hiver. Elle freine donc brusquement pour éviter d'écraser l'objet et se rend compte qu'il s'agit d'une bicyclette. Apparemment, c'est le vélo 93 de l'armée suisse, qui est là, abandonné, presque au milieu de la route. Sachant qu'une dame âgée du village a l'habitude de faire du vélo sur cette route, elle sort de la voiture, laissant les phares allumés et commence à appeler. Madame Guignard, pensant qu'elle aurait peut-être fait une chute en contrebas de la route. Elle s'approche du précipice et appelle à nouveau. Il y a quelqu'un? C'est à ce moment-là qu'elle entend comme un grognement et qu'elle voit quelque chose bouger dans les arbres en contrebas. Cette forêt est pleine d'animaux, mais la forme est trop indistincte dans l'obscurité pour qu'elle puisse dire ce que c'est. Prise de peur, elle se retourne avec l'intention de retourner à sa voiture pour prendre son téléphone portable, mais quand elle se retourne, le vélo a disparu. Et non éclairé, mais il est plus rapide. Elle commence à paniquer et regarde autour d'elle. Au-delà des premiers arbres, tout est plongé dans l'obscurité et elle entend à nouveau ce bruit, comme un grondement de gorge. Alors qu'elle avance en direction de sa voiture, les phares s'éteignent, c'en est trop. Elle se met à courir, saute dans la voiture et essaie de la redémarrer, mais rien n'y fait, la batterie est morte. Excuse-moi, mais cette histoire, c'est un enchaînement de malchance quand même. Je sais pas ce que t'as fait, mais à mon avis, le karma, il t'aime pas trop. Et tu penseras à plus prendre cette route, STP, merci. Elle verrouille donc ses portières manuellement et prend son portable. Elle appelle une dépanneuse qui lui dit qu'ils seront là d'environ 1 heure. Elle passe le temps d'attente à regarder des vidéos drôles pour se détendre, mais elle jure qu'à 2 reprises, malgré la faible luminosité de ce chemin forestier, elle voit une énorme masse indistincte tourner autour de sa voiture. Il lui semble même que cette chose, quelle qu'elle soit, touche l'aile droite et fait bouger le véhicule. Ok, tout va bien, pas de stress, hein. Moi, s'il y a quelque chose qui fait bouger ma voiture et en plus je suis dans le noir au milieu de la forêt, je serais pas très bien. Alors qu'Amanda est au bout des nerfs, la dépanneuse arrive en plein phare. Et bien sûr, alors qu'elle est descendue pour accueillir le dépanneur, elle est toujours sûre qu'il n'y a aucune trace du vélo ni de la chose qu'elle a cru voir. Le mécanicien réussit à redémarrer la voiture en branchant la batterie et elle peut conduire jusqu'au garage le plus proche. Ensuite, elle prend un taxi pour rentrer chez elle en lui précisant bien qu'il doit prendre l'autre route. Très bonne initiative. Plus tard, elle apprend que l'alternateur de sa voiture a grillé. C'est la raison pour laquelle la batterie ne se rechargeait plus. Mais ce qui est étrange, lui dit le garagiste, c'est que ce ne sont pas quelques minutes de phare qui auraient pu vider complètement la batterie.
Depuis lors, elle ne prend plus la route de la forêt, même en plein jour, même en plein été, car elle a trop peur de l'ombre qui y est tapie. Mais rien n'y fait, la bataille. Peu importe ce que c'était, je l'aurais pas pris de toute façon la route, hein. Voilà, c'est terminé, c'était une fois, c'est pas deux, voilà. Même quand t'es pressé, c'est pas grave, on met un peu plus de temps, nique sa mère, voilà, je suis pas pressé, tout va bien, cette route c'est terminé, c'est ciao. Elle est une dépanneuse qui lui dit qu'ils seront là d'environ 1 heure. La première histoire, c'est l'histoire de Luna, et elle nous raconte quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. À ce moment-là, elle vivait seule avec un chat à Angers, dans un appartement où l'immeuble est assez vieux. Cela faisait 1 an qu'elle vivait là, et elle ne croisait jamais ses voisins. Elle explique qu'elle est cuisinière et qu'avec ses horaires, elle croise rarement les personnes ayant les horaires les plus normaux. Cependant, elle les entendait dans le couloir quand ils rentraient ou à travers leur porte quand elle partait travailler, mais elle ne les voyait jamais. Détail important sur l'immeuble pour la suite, c'est un vieil immeuble avec un interphone. Elle explique que son immeuble est composé de 2 étages avec 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 appartements au premier étage, dont le sien, et un appartement au deuxième. Les portes d'entrée ont 2 serrures, une serrure classique et une serrure à l'ancienne qui ne sert à rien mais qui est là. Elle explique aussi qu'elle est la dernière arrivée dans l'immeuble. Nous sommes maintenant une nuit alors qu'elle rentre du travail, un peu plus tard que d'habitude, après un gros service. Quand elle rentre du travail, elle explique qu'elle aime bien vivre un peu, même s'il est tard. Elle ne va pas se coucher tout de suite, elle regarde des vidéos, joue et fait plein d'autres choses. Donc ce soir-là, c'est la même chose, mais vu qu'elle est plutôt fatiguée, elle regarde juste une vidéo, prend sa douche et se met au lit. Elle est dans son lit et à 1 h du matin, elle entend frapper à sa porte. Elle se dit, attends, rêve ou pas? Clairement, parce que je me serais posé la même question. Moi, à 1 h du matin, ça toque chez moi. Déjà, je vais pas ouvrir, hein, voilà. Donc, on est clair. Et en plus, je me pose la question, c'est dans mon cerveau ou pas? Et clairement, elle se rend compte qu'elle ne rêvait pas. Puis elle se dit, si c'est la voisine, parce que j'ai fait trop de bruit avec ma vidéo, tant pis, elle reviendra demain. Elle dit ça parce que la voisine lui avait déjà laissé un mot pour lui dire que sa télé était trop forte le soir. Bref. Clairement, elle ne voulait pas ouvrir. Il est 1 h du matin et elle est bien installée dans son lit, elle ne bouge pas, mais elle a un mauvais pressentiment. Le problème, c'est qu'après ça, elle n'a pas entendu de pas s'éloigner, ni de pas dans les escaliers, alors qu'elle avait bien fait attention pour voir si la personne partait. 5 minutes plus tard, le mauvais pressentiment est toujours présent, et elle décide donc de se lever pour aller voir. Elle se lève tout doucement et n'allume aucune lumière. Elle ne veut pas faire de bruit. Elle s'approche de sa porte d'entrée, qui est éclairée par les lumières de la ville grâce à une fenêtre dans l'entrée, et quand elle y arrive, elle remarque 2 choses. Elle avait oublié de fermer sa porte à clé, et elle aperçoit un œil qui regarde à travers l'ancienne serrure. Du travail, un peu plus tard que d'habitude, alors à ce moment-là, elle se précipite sur la porte et l'ouvre en demandant assez fort ce que la personne fait là. Alors moi j'aurais pas ouvert, je me serais précipité sur la porte pour la fermer à clé. Ok, réaction hyper chelou, mais ok, vous auriez fait quoi? Vous auriez ouvert la porte vous aussi parce que c'est moi ou personne n'aurait ouvert la porte? Et là, elle voit une adolescente avec les cheveux noirs, un t-shirt trop grand pour elle et des baskets classiques. Baskets classiques, c'est sa description, hein. Et cette adolescente ne lui répond pas. Elle a l'air effrayée et ne prononce pas un mot et elle repart en marche arrière tout en ayant toujours un visage effrayé. À ce moment-là, Luna est dans un sentiment étrange. Elle est à moitié effrayée, à moitié énervée et elle ne pense pas une seconde à lui demander si elle a besoin d'aide. Elle répète simplement « Qu'est-ce que vous faites là ?» Mais l'adolescente continue de s'éloigner et une fois qu'elle est assez loin, Luna ne comprend rien, elle ferme sa porte et elle ne réalise pas ce qui vient de se passer. Elle prend 2 minutes pour réfléchir et commence à culpabiliser un peu d'avoir réagi ainsi, mais une nouvelle fois, on frappe à la porte. Elle va l'ouvrir, elle se dit que c'est peut-être un autre voisin qui a entendu quelque chose ou qui a vu la même chose qu'elle, et sur le palier, c'est la même jeune fille, moins effrayée, qui la regarde de haut en bas. En même temps, elle est en sous-vêtements aussi, et elle lui demande si elle a du café, à 1 h du matin. À ce moment-là, Luna est toujours énervée, mais elle ne se pose pas de questions, elle veut juste que ça se termine. Elle lui dit d'attendre devant la porte et de faire attention à ce que le chat ne sorte pas. Elle se rend dans sa cuisine, même si elle sait qu'elle n'en a pas, car elle ne boit pas de café, encore moins à 1 h du matin, mais après la scène précédente, elle ne veut pas la brusquer davantage. Elle préfère faire semblant de chercher pour lui montrer qu'elle n'est pas si méchante. Ok, Luna, t'es définitivement chelou, moi j'aurais dit désolé, j'ai pas de café, merci, bonne journée, au revoir, enfin bonne nuit. Va bien trop, Satanas. Voilà ce que j'aurais fait moi. Mais bon, après, chacun est différent, hein. Donc Luna revient de la cuisine et voit que la jeune fille est carrément rentrée chez elle. Luna se précipite vers elle et lui dit qu'elle n'a pas de café et lui demande de sortir de chez elle. La jeune fille sort sans dire un mot et elle semble de nouveau effrayée. Et finalement, Luna lui ferme la porte au nez et elle entend la jeune fille partir. À ce moment-là, elle met un petit bout de temps avant de se rendormir et le lendemain, elle cherche absolument à voir un voisin pour lui demander s'il connaît la voisine du dessus. Quand elle entend son voisin de palier sortir de chez lui, elle sort aussi, le salue et lui demande s'il connaît la voisine du dessus. Le voisin lui demande si elle est sûre que c'est bien la voisine du dessus. Elle répond que oui, car personne n'a sonné à l'interphone et qu'elle l'a entendu repartir vers le haut. Le voisin lui répond: alors je suis désolé mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a personne qui vit au dernier étage. Garde de haut en bas. En même temps elle était en sous-vêtements. Voilà, et j'avoue que je suis bouche bée et que j'ai eu des frissons en lisant juste cette phrase. Parce qu'il faut savoir, juste petit détail, hein, que des fois je découvre des parties d'histoire en lisant. Et là je suis pas bien du tout.
Là, c'est vraiment le genre de truc, parce que vous commencez à me connaître, qui me met pas bien. Voilà, le truc paranormal et tout, j'ai envie de me tirer une balle, voilà, tout simplement. Luna nous explique que dans les semaines qui suivent, elle a décidé de déménager. Et je la comprends, hein, parce que moi, j'aurais pas attendu des semaines, hein, je serais parti le jour même. Le voisin me dit ça, je fais excellent, excellent. Allez, bah, c'était sympa de vous avoir rencontré, et je vous dis à très bientôt, hein. C'est ciao. Quelqu'un est différent, hein. Donc Luna revient de la cuisine. La prochaine histoire, c'est celle de Chloé. Et son histoire s'est passée en été 2016 lorsqu'elle avait 19 ans. Elle était alors jeune locataire d'un duplex avec son ancien compagnon dans une ville de province. Leur duplex était collé à d'autres appartements, ce qui leur donnait l'impression d'être dans une maison, sans personne au-dessus d'eux. Ils avaient l'habitude de voir et de saluer leurs voisins, contrairement à Luna juste avant. C'est mieux du coup, hein. Et ils entretenaient de très bonnes relations avec eux. À cette époque-là, étant donné qu'ils étaient en plein été, Chloé et son compagnon avaient remarqué qu'un couple de voisins était sans doute parti en vacances, ne les voyant plus déjà depuis 2 semaines. Par la suite, elle explique que son compagnon, ayant trouvé un nouvel emploi dans la grande ville située à 35 minutes de voiture chez eux et n'ayant pas de voiture, il avait décidé de dormir pendant un mois chez son frère qui vivait dans cette ville. Pendant ce temps, leur duplex était en pleine rénovation extérieure avec des échafaudages tout autour. Vous sentez venir la patate. Le hic, c'était que la chambre de Chloé avait une forme de carré et 2 des 4 murs étaient entièrement vitrés, sans volet extérieur, seulement des rideaux occultants. J'aurais pas pris l'appartement, voilà, terminé. Non mais je donne mon avis parce que bon, voilà quoi, 2 grandes vitres sans volet, c'est le meilleur moyen de vivre des threads d'horreur et des films d'horreur tout court, hein. De plus, elle explique qu'en plus de ça, l'un des rideaux était cassé. Ainsi, si quelqu'un montait sur l'échafaudage, il pouvait facilement l'observer en train de dormir. Voilà, voilà. Tu veux pas toi aussi aller chez le frère de ton mec par hasard pour éviter ce qui va se passer? Entre temps, elle avait remarqué que 2 nouveaux voisins venaient d'emménager dans l'un des appartements où il y avait des précédents voisins. Ces 2 hommes étaient grands et particulièrement costauds. En bref, son instinct ne lui inspirait pas confiance lorsqu'elle se trouvait en leur présence, comme si son instinct essayait de lui dire quelque chose. Bref, quelques jours passèrent et ces 2 hommes continuaient à se poser sur l'échafaudage, passant leur temps à fumer et à boire jusqu'à très tard dans la nuit. Chloé, peu rassurée et se retrouvant seule sans son compagnon, avait peur de dormir, craignant que ces hommes puissent monter sur l'échafaudage et la regarder pendant son sommeil, qui la rendait insomniaque. Un matin, elle se rendit à son travail à pied, étant donné que son travail était à seulement 5 minutes de marche de chez elle. Et c'est à ce moment-là que les ennuis vont commencer. Ce jour-là, les 2 hommes vont la suivre et l'insulter pendant qu'elle marche. Ne comprenant pas pourquoi il l'insultait, tout en la suivant, Chloé se dépêcha d'arriver à son travail. À ce moment-là, elle travaillait en tant qu'hôtesse de caisse. Le même jour, les 2 hommes passèrent à sa caisse sans rien dire, mais la fixant d'un regard agressif. À ce moment-là, elle était très inquiète et décida d'en parler à sa chef, au cas où il se passerait quelque chose un jour. Quelques jours passèrent encore, on est environ 4 semaines après le départ du couple de voisins, et 2 semaines après l'arrivée des 2 hommes. Entre-temps, Chloé tenait son compagnon informé, mais elle ne voulait pas qu'il rate son travail à cause de simples peurs infondées de sa part. Infondées ? Ils t'ont insulté dans la rue pour aucune raison, ils habitent juste à côté de chez toi, infondé. C'est pas ce que j'appellerais infondé, mais bon, c'est pas grave, pas de soucis, hein. Bah, moi, tu serais ma meuf, tu me dis ça, je te dis, c'est ciao le taf, et je les démarre, c'est bon, hein. Parce que costaud ou pas, vous inquiétez pas, moi, je suis un fou, ok. Vous me connaissez pas, vous êtes là, vous me voyez raconter des threads et tout ça, je suis posé, je suis un mec posé, t'as vu. Vous savez pas, vous savez rien, ok. Pourquoi je fais le zub? Je sais pas. Bref, un matin, en buvant son café, elle aperçut un homme debout près de la porte d'entrée de sa voisine d'en face, observant son appartement. Et elle trouvait cela étrange. Mais elle ne le prend pas plus en compte et elle se prépare tout de même à partir pour aller au travail. Mais c'est en ouvrant sa porte qu'elle voit une équipe du GIGN entrer en courant dans l'appartement collé au sien. Et on en déduit que l'homme qu'elle a vu debout quelques minutes avant, devant la porte, était en réalité un membre de l'équipe habillé en civil pour observer les alentours. Un chef ayant vu Chloé sortir de chez elle lui demande ensuite si elle n'aurait pas par hasard vu 2 hommes grands, costauds et tatoués récemment. À ce moment-là, pour rien nous cacher, elle nous explique que des larmes de peur montent jusqu'à son visage. Et elle lui répond qu'en effet, elle les avait remarqués et qu'ils ne lui inspiraient rien de bon du tout. Puis le chef la laisse partir. Chloé devant aller travailler, elle prend la route de son travail et elle arrive là-bas. Et 1 heure après s'être installée à sa caisse, sa chef vient la voir. Et elle lui dit « Chloé, tu sais, quand tu me parlais de tes voisins bizarres, bien ils sont passés à ta caisse un jour, c'est ça ?» Elle lui a répondu « Oui, oui. Et il y avait même le GIGN chez moi ce matin à leur recherche. » Sa chef ouvre grand les yeux et lui dit « Eh bien, les gendarmes ont regardé les caméras de surveillance du magasin pour voir à quoi ils ressemblaient. Ils m'ont dit que ces hommes sont 2 tueurs à la machette, originaires de Paris, et en cavale. Et qu'ils se sont cachés dans un appartement. Et je suis un mec posé, t'as vu ?» À ce moment-là, Chloé est tétanisée et elle explique perdre toute connexion avec le monde. Elle réalise qu'elle aurait pu être leur prochaine victime. Qu'elle a eu beaucoup de chance alors qu'elle était seule sans son compagnon et qu'il connaissait son lieu de travail et de résidence. Elle se dit que c'est fou qu'ils se soient cachés ici, aussi loin de Paris, mais surtout, elle réalise qu'ils ont sans doute observé pendant des mois les appartements et les habitants pour déterminer quand ils pourraient s'y installer. Le couple de voisins est revenu, mais ils ont évidemment déménagé.
Chloé et son copain ont fait de même. Était en réalité, décidément, les déménagements c'est commun dans les threads d'horreur, j'ai l'impression. Hein. Il se passe des dingueries, hop, c'est ciao, c'est ciao, c'est ciao. Elle n'aurait pas par hasard vu deux hommes grands. On passe maintenant à la 5e histoire. Cette histoire c'est celle de Manon et elle explique nous la raconter pour que ça serve de mise en garde. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez. Elle explique qu'elle a 30 ans aujourd'hui et qu'à l'époque elle avait 14 ou 15 ans. Elle habitait chez ses parents, pas très loin de Rennes, dans une vaste campagne parsemée de forêts. Elle avait pour habitude de se balader souvent dans les environs qu'elle connaissait très bien pour échapper à sa famille. Elle explique que ça ne l'a jamais dérangé de vivre isolée comme ça et que c'est juste plus chiant quand on est jeune et qu'on veut se déplacer. Elle passait donc de longues heures, parfois des jours entiers même, bien après la nuit, dehors, à vadrouiller dans la nature avec son iPod et parfois son appareil photo. Elle n'a jamais eu de problème particulier, ni avec les animaux, qui s'évitent facilement, apparemment, ni avec des humains, à part peut-être avec quelques chasseurs. Ce jour-là aurait pourtant pu être très différent. À 2-3 km de chez elle, elle traverse un champ pour rejoindre une petite route de campagne peu fréquentée et se dirige vers un autre champ avec une petite forêt en contrebas. Il doit être maximum 15 heures, elle a le temps et pas envie de rentrer chez elle tout de suite. Elle porte des bottes en plastique, un jean qu'elle aimait bien et un t-shirt publicitaire basique. Elle a ses écouteurs et elle vit sa meilleure vie en marchant dans l'herbe et en évitant les bousses de vache. Campagne oblige. Et lorsqu'elle arrive sur la petite route, tout est calme et elle marche au bord sur le talus de droite. Elle doit enjamber de petits fossés et sauter par-dessus pour continuer son chemin. Et lorsqu'elle saute un des petits fossés, son jean déjà un peu déchiré se déchire au milieu de ses fesses, de l'entrejambe jusqu'à la couture du côté du pantalon. Elle explique donc qu'elle a une fesse à l'air, portant seulement un string en dessous et ayant peu d'options, elle se dit que ce n'est pas grave, qu'elle finira à son tour et qu'elle rentrera se changer après. Ainsi rafraîchie par un petit courant d'air, surtout dans le cul, J'ai tout donné, ok? Donc rigolez s'il vous plaît. Donc ainsi rafraîchie par un petit courant d'air, elle continue à longer le bord de la route. Pour une raison qu'elle ignore encore, elle se dit qu'il faudrait qu'elle change de côté sur la route. Du talus de droite, elle passe donc au talus de gauche et elle se dit qu'elle veut marcher en bordure du champ, qui est à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la route. Elle grimpe péniblement en essayant de ne pas agrandir le trou de son jean et quelques mètres plus loin, en continuant de longer la route et le champ, elle croise une voiture assez vieille, presque en mauvais état. Elle voit dedans un homme de plus de 30 ans qui roule vite et croise son regard en la dépassant. Mais il y a quelque chose dans ce regard qui la met mal à l'aise instantanément. Par sécurité, et pour mieux entendre ce qui se passe autour d'elle, elle enlève un écouteur. Et sans se retourner, continuant à avancer sur cette bordure de champ surélevée, elle entend la voiture s'éloigner sur quelques mètres sans ralentir. Puis brusquement, elle entend le bruit très soudain de crissement de pneus, comme si on avait pilé, voire peut-être mis le frein à main. Un des petits fossés, son jean déjà un peu... Et c'est à ce moment-là que Manon se mit à courir. Pas du tout. Mais c'est ce que vous devez faire dans cette situation, d'accord? Écoutez-moi, je suis de très bons conseils. À ce moment-là, donc, elle n'est pas du tout rassurée et commence à envisager ses options de fuite. En y réfléchissant, elle se rend compte qu'elles sont peu convaincantes, ces options, et qu'elle ne veut pas redescendre sur la route. Et elle sait clairement que dans son rétroviseur, l'homme a vu son jean déchiré et donc potentiellement ses fesses. Tout de suite après le freinage, elle perçoit le son de la boîte à vitesse, puis d'une marche arrière rapide. Elle ne veut pas tourner la tête, mais elle imagine très bien ce qui se passe derrière elle. Elle voit alors la voiture la dépasser à nouveau en marche arrière et l'homme ouvrir sa porte de voiture avec un grand sourire. Il lui dit bonjour, lui demande ce qu'elle fait là toute seule, si elle est perdue et où elle va. Elle continue à avancer au même rythme pour ne pas montrer sa peur, tandis que lui continue de reculer à sa hauteur. Assez vite, elle se dit qu'il est préférable d'être poli mais ferme. Elle lui répond donc qu'elle va très bien et qu'elle rentre chez elle, où elle est attendue et qu'elle n'a pas besoin d'aide. Il insiste alors pour la ramener chez elle avec sa voiture. Il dit qu'il est fils d'un paysan qui a une ferme juste à côté et qu'il pourrait l'y emmener si elle le souhaite. Elle répond à nouveau avec son plus grand sourire que ce n'est pas la peine. Il insiste de plus en plus pour qu'elle monte dans sa voiture, puis au fur et à mesure, il change de voix, mais elle ne devient pas plus agressive, au contraire, il devient de plus en plus gentil, avec un ton de plus en plus doux, pour lui dire qu'elle n'a pas le droit d'être là, que le paysan à qui appartient le champ dans lequel elle se trouve ne serait pas content du tout, et qu'il pourrait prévenir la police. Il lui demande donc, comme on appâte un chaton, de descendre et de rentrer avec lui avant que quelqu'un ne la voie. Je vous plains tellement les filles, je vous plains tellement. Vous pouvez pas vous balader le cul à l'air sans qu'un mec pile devant vous fasse une marche arrière et veuille absolument vous faire monter dans sa voiture. Après il était peut-être très gentil, qui sait. Moi je me serais peut-être arrêté parce que si je vois quelqu'un au bord de la route avec un jean déchiré, je me dis bon peut-être qu'elle a besoin d'aide. Par contre j'aurais pas insisté comme un gros lourdeau, clairement. Mais bon, il est peut-être très gentil, il a peut-être juste envie vraiment de la raccompagner et d'être vraiment gentil. Faut pas toujours voir le mal partout, c'est pas parce qu'on est dans un thread d'horreur que tout de suite le mec il est con quoi. J'y crois pas moi-même, hein, je vous inquiétez pas. Bref, après avoir raconté ça, elle sait très bien qu'à ce moment-là, il essaie de raconter toutes les conneries possibles pour la faire monter dans sa voiture. Et c'est au même moment qu'arrive en face d'elle une autre voiture, plutôt récente.
et elle voit dedans un couple un peu âgé rouler prudemment alors qu'ils vont devoir dépasser le mec arrêté malgré la route très étroite. Le vieux conducteur la regarde et elle essaie de communiquer sa détresse pour qu'il s'arrête, mais rien à faire, le couple a l'air méfiant et les dépasse sans sourciller. Ah, ce fameux effet Kitty, pour ceux qui connaissent pas, aller faire des recherches. Je vais éviter les problèmes, je ne m'arrête pas, voilà, il y a déjà quelqu'un d'arrêté en plus, donc s'il y a un souci, c'est déjà fait, voilà. Bref, ne vous sentez pas en sécurité même quand vous êtes avec d'autres gens ou qu'il y a d'autres gens qui passent. Juste ça, bonne ambiance. Bon, elle se dit qu'au moins, si elle disparaît, elle aurait été vue peu de temps avant, mais ça ne la rassure pas pour autant. L'homme étrange, quant à lui, toujours avec la portière ouverte, les regarde s'éloigner avec un sourire. Il commence alors à lui dire qu'elle est belle, lui demande quel âge elle a, lui il lui donne son âge, et il lui dit qu'il est célibataire. Bon, au final, voilà, c'est pas juste un mec gentil, on a compris, c'est bon, cette fois on est sûr. Elle répond un peu plus sèchement, lui dit son jeune âge et que de toute façon, cela ne va pas être possible. Il ne semble pas gêné par ce qu'elle lui dit et poursuit son harcèlement. Il veut absolument savoir où elle habite. Elle lui donne une adresse à peu près opposée à sa maison, et elle envisage de taper un sprint dans le champ, mais elle sait qu'en 5 secondes, il l'aura rattrapé. Il se dit qu'il ne faut surtout pas qu'elle panique ou qu'elle montre de la peur. Pendant ce temps, il insiste de plus en plus, avec une voix de plus en plus menaçante. Il veut qu'elle rentre dans sa voiture. Il fait de grands gestes, sans presque plus tenir son volant, parce que je vous rappelle qu'il est toujours en train de reculer, tout doucement pour la suivre, et sa voiture tangue dangereusement vers le fossé. Elle lui dit sans le regarder qu'il faut qu'elle rentre maintenant, sinon ses parents vont s'inquiéter. Et ajoute « Désolé, bonne journée ». C'est à ce moment-là qu'il a complètement pété les plombs. Elle explique qu'on aurait dit une bête enragée. En un instant, il a pris un couteau de chasse dans sa portière, a arrêté sa voiture, est sorti et l'a menacé en disant « Ça suffit, salope. Maintenant, tu descends et tu mets tes fesses dans la voiture. » Elle a été un peu surprise et une alarme s'est mise à sonner dans sa tête. Elle explique qu'il était proche, mais pas tant que ça. Un fossé et 2 mètres de hauteur du champ les séparaient. Vu son gabarit, il était costaud, mais il n'était pas très sportif et aurait probablement du mal à monter avec son couteau. Dans le pire des cas, s'il montait, elle pouvait essayer de sauter, prendre sa voiture, qu'elle pouvait peut-être conduire ou du moins se barricader rapidement à l'intérieur. Elle se mettait à réfléchir à toute vitesse sur ce qu'elle pouvait faire, et la meilleure solution qui lui est venue en une fraction de seconde peut sembler complètement débile, pourtant elle pense que c'est grâce à elle qu'elle n'a rien eu. Alors qu'elle avait le couteau pointé vers elle, elle se met à éclater de rire. Ça lui paraît durer une éternité où elle rit bruyamment et où elle voit sa main tremblante lui tendre la lame. Mais à ce moment-là, elle voit dans ses yeux quelque chose qui change. Il a l'air perturbé, presque paniqué. Il baisse lentement son bras, la regarde bizarrement pendant quelques secondes, puis monte dans sa voiture sans un mot et part à toute vitesse. Elle ne comprend pas pourquoi il a réagi comme ça. Moi je comprends, alors je suis pas agresseur, mais personnellement, si je devais me mettre dans la tête du mec qui veut t'agresser, se dit je vais l'agresser, je vais lui faire peur avec un couteau, et qu'en face de toi, t'as la meuf qui est 2 mètres au-dessus de toi et qui se tape une barre, je pense que ça me ferait flipper et que moi en tant qu'agresseur je me barrerais aussi. Je pense pas qu'il s'attendait à cette réaction. Et donc elle explique que c'est probablement cela qui lui a permis de le faire partir et de mettre une distance maximale entre eux. Après cet événement, elle veut rentrer chez elle, mais elle est un peu paranoïaque. Elle se demande si elle n'est pas suivie. Elle court jusqu'à la forêt, essaie de reprendre ses esprits et rentre en faisant de grands détours, vérifiant constamment ses arrières. Elle n'a jamais raconté ça à ses parents. Ils lui ont seulement demandé comment elle a déchiré son jean. Elle raconte ça à une copine sur Messenger en arrivant dans sa chambre, et c'est en voyant sa réaction qu'elle réalise qu'elle aurait vraiment pu ne jamais rentrer. Moralité, pour elle, faites attention partout, même dans les zones qui paraissent désertes. Ne mettez pas de jean trop serré quand vous vous crapahutez dehors, et écoutez toujours votre instinct quand il vous dit de changer de trottoir. Heureusement qu'elle a changé de côté sur la route, sinon elle aurait été à sa hauteur et ça se serait probablement passé différemment. Elle explique qu'elle ne l'a jamais revue, mais elle est toujours restée beaucoup plus prudente dans ses déplacements. Elle regarde toujours les voitures autour d'elle pour voir si ce n'est pas la sienne. Et part à toute vitesse. Et dernière morale, si vous vous faites agresser, rigolez. Inch'Allah, ça marche. Alors, je suis pas agresseur, mais la prochaine histoire, c'est celle de Marion, et elle nous raconte quelque chose de terrifiant qu'elle a vécu. Elle nous explique que c'est une histoire qui montre que l'instinct est quelque chose de puissant, et que même si on pense connaître quelqu'un, il faut se méfier. Elle a encore des frissons et presque des larmes qui montent quand elle la raconte. Tout commence pendant l'année scolaire 2018. Étudiante en droit, elle envisage de faire une année au Pérou afin d'améliorer son espagnol et de découvrir autre chose. Elle arrive donc au Pérou au mois de mars. Il faut savoir que le rythme scolaire est différent du nôtre là-bas, pour commencer son année scolaire. Elle postule alors dans un bar afin d'avoir un job à côté des études et gagner un peu d'argent. Elle explique qu'elle habite en plein centre-ville, au 4e étage, dans une rue animée, non loin de ce bar. Et alors qu'elle y travaille, elle remarque très vite un garçon péruvien, Christian, qui vient quasiment tous les jours. Ils commencent à discuter et il lui explique qu'il habite à la campagne, dans une ferme avec beaucoup d'animaux près des montagnes.
mais que c'est un peu loin du centre-ville. Les jours passent et ils deviennent de plus en plus complices. Ils commencent à flirter, à se voir en dehors du travail, etc. Plusieurs mois passent et finalement ils se mettent ensemble. À ce moment-là, il vient souvent dormir chez elle. Par souci de praticité, elle ne va pas chez lui pour avoir toujours le bar à côté d'elle. Les mois passent et tout se passe merveilleusement bien. Le pays lui plaît, la ville est très jolie, même si elle n'a presque pas de temps pour visiter, et les études se passent bien. On arrive maintenant encore 1 mois et demi plus tard, alors qu'elle attend ses règles, mais elle a des douleurs au ventre atroces. Cela dure plusieurs jours et ça la cloue au lit tout le week-end. À ce moment-là, elle n'a pas l'impression que c'est passager et encore moins que c'est normal. Et elle a un très mauvais pressentiment. Le lundi matin de la semaine d'après, instinctivement, elle sent qu'il faut qu'elle rentre en France et elle réserve un billet pour le vendredi. Elle décide à ce moment-là de couper les ponts avec Christian parce qu'elle n'aime pas les adieux et qu'elle a envie de rester seule pour plier bagages et se reposer. La réaction de Christian ne se fait pas attendre et elle n'est pas très positive. Il ne prend pas très bien le fait qu'elle le quitte sans explication et demande à la revoir. Il lui dit qu'il va prendre soin d'elle si elle est malade et qu'elle ne doit pas rester seule. Mais elle ne cède pas. Il lui envoie tous les jours des messages insistant, lui disant qu'il veut la revoir une dernière fois, qu'il veut lui dire au revoir et l'aider à aller mieux. Le mercredi, il lui propose même de venir passer ces derniers jours chez lui à la campagne pour découvrir le pays, les lamas et prendre l'air. Il est vraiment adorable avec elle, mais elle ne se sent pas de bouger et décline encore sa proposition. Le vendredi matin, elle lui envoie un dernier message de remerciement car elle a passé de bons moments avec lui et qu'il ne méritait pas qu'elle le plante comme ça. Le dimanche de son retour, alors qu'elle est de retour en France, elle a enfin ses règles, mais grande surprise, elles ne sont pas rouges, mais d'une couleur indigo. Elle appelle immédiatement donc sa gynécologue qui lui donne un rendez-vous le lendemain matin à 8 h. Elle s'y rend très stressée et raconte tout dans les moindres détails à sa gynécologue. Elle explique qu'il faut savoir que Christian et elle étaient toujours protégés lors de leur relation. Sa gynécologue, elle, fait des prélèvements et les envoie à Paris où se trouvent les laboratoires les plus compétents pour analyser les échantillons. Elle lui dit qu'elle la tiendra au courant dès qu'elle aura des retours. Mercredi, donc 2 jours après, sa gynécologue la rappelle en lui demandant de se rendre à son cabinet car elle ne communique pas les résultats par téléphone. Elle se rend alors directement là-bas et avant de lui expliquer ses résultats, sa gynécologue lui pose quelques questions un peu étranges. Elle lui demande « Avez-vous été en contact avec des morts au sein d'un hôpital, avec des gens malades? Ou Christian a-t-il été en contact avec des morts ?» Elle lui explique que non, elle travaillait dans un bar et Christian vivait à la campagne dans sa ferme, sans trop comprendre ce que sa gynécologue veut sous-entendre. Et là, c'est le choc. La révélation de sa gynécologue la sidère. Elle lui explique que la molécule qu'ils ont retrouvée dans les échantillons ne se retrouve en général que sur des morts ou des personnes très malades. Elle explique que cette molécule n'est pas dangereuse, mais qu'en grande quantité, elle peut causer quelques maux de ventre. Elle lui dit qu'il va falloir qu'elle lui donne plus de renseignements complémentaires sur Christian, son nom, son numéro, son adresse et tout ce qu'elle peut. Et qu'elle contactera les autorités pour s'assurer qu'il ne se passe rien de grave. Marion rentre chez elle, abasourdie par ces nouvelles, choquée et perturbée. Quelques jours passent avant qu'elle n'entende parler à nouveau de cette histoire. Finalement, c'est la gendarmerie qui l'appelle. Il lui explique qu'ils ont contacté les autorités péruviennes qui se sont rendues chez Christian, au fin fond de la campagne, isolé de tout, avec pour seul accès de petits chemins privés. Chez lui, ce qu'ils ont trouvé est horrible. Elle en a encore des frissons plein le corps, rien qu'à y penser. Ils ont retrouvé 5 jeunes femmes, toutes étrangères, mortes, allongées dans des lits. Christian entretenait des rapports sexuels avec chacune d'elles. À ce moment-là, elle n'est pas loin de s'évanouir. Sa gynécologue lui pose quelques questions un peu étranges. Le gendarme continue et lui explique qu'il a été arrêté et emprisonné. Après avoir raccroché, elle s'assoit et prend quelques minutes pour réfléchir. Elle comprend alors, instantanément, qu'elle était la prochaine sur sa liste et qu'elle a échappé à tout ça grâce à son instinct et grâce à cette bonne étoile qui lui a chuchoté de rentrer en France et de ne pas le revoir. Et aussi, malgré tout, grâce à ton mal de bide et à cette molécule qui t'a transformé tes règles de rouge à indigo. C'est un petit peu grâce à tout ça, mais on est content que tu sois là pour nous raconter cette histoire. Et tu as bien fait de refuser d'aller chez lui pour voir du pays et qu'il prenne soin de toi. Pas grand chose d'autre à dire, de grave. Marion rentre chez... Bon bah premier degré, j'ai plus de salive là. C'est simple, là je peux plus parler de la journée et j'ai plus de caleçon non plus tellement je me suis chié dessus. Non sérieusement, j'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous préférez ce genre de contenu plus long. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et si le cœur vous en dit, souscrivez à la chaîne pour m'aider directement financièrement et profiter d'avantages exclusifs. Et moi je vous indique la prochaine vidéo juste ici. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez et je vous fais un bisou la famille. Oui, c'est toujours aussi long et toujours aussi malaisant. Il lui explique qu'il a été arrêté et emprisonné. Après avoir raccroché, elle s'assoit et prend quelques minutes pour réfléchir. Elle comprend alors, instantanément, qu'elle était la prochaine sur sa liste et qu'elle a échappé à tout ça grâce à son instinct et grâce à cette bonne étoile qui lui a chuchoté de rentrer en France et de ne pas le revoir. Et aussi, malgré tout, grâce à ton mal de bide et à cette molécule qui t'a transformé tes règles de rouge à indigo. C'est un petit peu grâce à tout ça, mais on est content que tu sois là pour nous raconter cette histoire. Et tu as bien fait de refuser d'aller chez lui pour voir du pays et qu'il prenne soin de toi.
pas grand chose d'autre à dire. Je tiens à remercier une fois de plus notre sponsor CyberGhost VPN. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable tout en soutenant énormément la chaîne, cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits et un très gros soutien à la chaîne. Merci encore. Bon bah premier degré, j'ai plus de salive là. C'est simple, là je peux plus parler de la journée et j'ai plus de caleçon non plus tellement je me suis chié dessus. Non, sérieusement, j'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous préférez ce genre de contenu plus long. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et si le cœur vous en dit, souscrivez à la chaîne pour m'aider directement financièrement et profiter d'avantages exclusifs. Et moi, je vous indique la prochaine vidéo juste ici. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille. Oui, c'est toujours aussi long et toujours aussi malaisant.